Bonjour tout le monde, merci d'être là. Mon nom est Martine Fortin, je suis coordonnatrice de projet à la COQ-SIDA. Vous êtes bien au webinaire sur VIH et COVID-19, une mise à jour. Bon, avant de poursuivre, c'est important de reconnaître que les activités de la COQ-SIDA se déroulent sur les territoires des 11 nations autochtones de ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec, lesquelles n'ont jamais été cédées. Il s'agit des Abénaquis, des Anishinaabe, des Atikamekw, les Cris, les Inuits, les Inuits, les Kanien'kehá:ka, les Micmacs, les Naskapi, les Wendat et les Wolastoqiyik. Personnellement, je vis et je travaille sur le territoire des Kanien'kehá:ka à Tiohtià:ke ou Montréal. C'est important de reconnaître l'impact du colonialisme sur les différentes sphères des personnes concernées, notamment quand on parle de santé. On sait que les personnes autochtones sont disproportionnellement représentées dans les statistiques VIH et dans certains endroits du Canada aussi par rapport à la COVID. Donc, c'est important d'en tenir compte dans nos activités respectives. Aujourd'hui, on a encore une fois la grande chance d'avoir Dr. Cécile Tremblay qui est avec nous pour faire une mise à jour sur les réalités concernant le VIH et la COVID-19. On avait fait un webinaire en avril dernier et la science a évolué depuis, donc on va pouvoir avoir une mise à jour un peu générale en ce qui concerne la COVID-19 et le VIH et aussi des spécifications sur les recommandations face à une troisième dose et la vaccination antigrippale aussi dans le contexte de COVID-19. Vous aurez aussi la chance de pouvoir poser vos questions directement pendant la période de questions et je vous invite à le faire tout au long du webinaire, notamment en utilisant l'onglet Q&R qui est juste en bas de votre écran plutôt que le chat. C'est juste plus facile pour gérer la période de questions à la fin. Donc, juste mentionner avant de présenter Dr. Tremblay que le webinaire est rendu possible grâce à un financement de Vive Soins de santé et les opinions exprimées ne représentent pas nécessairement les politiques et les opinions de Vive Soins de santé. Donc, on a avec nous Dr. Cécile Tremblay, qui est microbiologiste infectiologue au CHUM, professeure titulaire au département de microbiologie, immunologie et infectiologie à l'Université de Montréal. Et Dr. Tremblay mène un gros programme de recherche en VIH et en COVID. Donc, merci encore une fois d'être là, Dr. Tremblay. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. J'ai trop de fenêtres ouvertes. Bon, je vais trouver la bonne. OK. Et voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, tout est parfait. Bon, alors, donc on va essayer de faire une petite mise à jour assez générale sur les données qui ont émergé là, depuis quelques mois en ce qui concerne la COVID et le VIH et plus particulièrement par rapport au vaccin. J'ai oublié d'inclure ma diapo de conflit d'intérêts. Je reçois des subventions de recherche ou des honoraires pour conférences et comités aviseurs de la part de Merck, Gilead, GSK, AstraZeneca. Je suis titulaire de la chaire Pfizer, Université de Montréal, sur la recherche translationnelle sur le VIH et j'espère que je n'en oublie pas. Alors, donc aujourd'hui, on va regarder comment la COVID-19 affecte-t-elle les PV-VIH et comment le VIH affecte-t-il la COVID. Ensuite, le gros de la présentation va porter sur la vaccination, l'impact du variant Delta, les effets secondaires, puis je vous laisserai la parole pour vous poser toutes les questions là, concernant ceux-ci, la transmission asymptomatique, les études, la troisième dose et la sérologie, puis on va faire un dernier petit point sur l'immunité collective. Donc, juste un petit rappel que nous ne sommes pas post-COVID. Peu importe ce que vous entendez dans les médias, nous sommes encore dans l'épidémie de la COVID-19 à l'échelle planétaire. Puis comme vous voyez ici, les chiffres au Canada continuent à augmenter. Ça peut varier de région en région, de province en territoire, mais il y a encore une augmentation soutenue des cas et de la transmission communautaire. Si on regarde, par exemple, l'état des vagues au Canada, on voit que la quatrième vague a été moins élevée que la troisième puis la deuxième vague, et ça grâce au taux de vaccination qui est quand même important au Québec, mais comme on va en parler tantôt, la vaccination n'est pas efficace à 100% pour prévenir la transmission. Et si vous voyez au Québec, ce sont les données par semaine ici.
pour pouvoir faire entrer ça dans une seule ligne. Vous voyez que c'est la même situation au Québec par rapport dans le reste du Canada et qu'au cours des dernières semaines, on voit qu'il y a eu non seulement un plateau dans le nombre de cas, mais une petite réaugmentation des cas. Ne vous fiez pas au nombre de cas d'aujourd'hui qui est à 509. Le lundi, il y en a toujours moins parce que ça prend du temps aux déclarations de la fin de semaine de se manifester. Donc, il y a encore de la transmission de la COVID-19 et c'est encore pertinent d'en parler. Donc, qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux dernières études qui ont analysé la COVID-19 chez les personnes qui vivent avec le VIH? Alors, à l'AES, il y a cette étude-là qui a été présentée, qui est quand même je la présente parce que c'est une étude avec de taille importante qui est faite par l'Organisation mondiale de la santé, qui ont établi une plateforme clinique mondiale pour suivre les manifestations cliniques et les facteurs pronostiques chez les patients hospitalisés avec COVID-19. Alors, des données cliniques anonymisées sont soumises à la plateforme et on a pris celles du 1er janvier 2020 au 29 avril 2021. Donc, on a 168 649 patients qui proviennent de 24 pays dont on connaissait le statut VIH et qui étaient hospitalisés avec un diagnostic suspecté ou confirmé de COVID-19. Là-dessus, 9,2 % avaient une infection VIH et on avait les informations sur leur prise d'antirétroviraux pour 40 % des personnes vivant avec le VIH. Ils ont fait des analyses descriptives et la régression pour évaluer l'association entre les caractéristiques démographiques et cliniques avec le statut VIH, la sévérité de la maladie à l'admission et la mortalité à l'hôpital. L'âge moyen des personnes vivant avec le VIH était de 45,5 années, 37 % étaient des hommes, 94,6 % venaient d'Afrique du Sud. Les caractéristiques cliniques, alors l'infection VIH était associée à un risque augmenté de façon significative de COVID-19 sévère et critique à l'admission ou à la mortalité intra-hospitalière. Ils ont fait une analyse de sensibilité excluant les données d'Afrique du Sud parce qu'on peut penser qu'en Afrique du Sud, peut-être les conditions du système de santé sont moins bonnes, qu'il y a d'autres facteurs concomitants comme la tuberculose qui peuvent augmenter les risques de mortalité, etc. Mais quand ils ont fait cette analyse de sensibilité-là, des résultats similaires pour l'ensemble de la population ont été obtenus. Donc, chez les personnes vivant avec le VIH, l'âge au-dessus de 65 ans, le sexe masculin, le diabète et l'hypertension sont associés de façon indépendante à la sévérité de la maladie à l'admission et au risque accru de mortalité intra-hospitalière avec des P statistiquement significatifs. Ici, vous voyez la sévérité de la maladie. Ici, vous voyez la mortalité intra-hospitalière. Les facteurs, les comorbidités associées sont les mêmes que dans la population générale. Alors, plus on est vieux, plus on a des comorbidités comme l'hypertension, et le sexe masculin est associé à un risque accru de maladies sévères. Une autre étude nous a été présentée au même congrès provenant de l'American Heart Association, où ils ont un registre de maladies cardiovasculaires associées à la COVID-19. Et ils ont regardé l'impact du VIH sur le devenir de la COVID-19. C'était une plus petite étude, 21 528 personnes hospitalisées avec la COVID dans 107 hôpitaux. Ils n'ont vu aucune différence dans la mortalité hospitalière entre les personnes avec ou sans VIH. Donc, une étude plus petite, il y avait là-dessus, sur les 21 528 personnes, il n'y avait que 220 personnes qui vivaient avec le VIH. Donc, un peu limité pour tirer les conclusions. En fait, une troisième étude qui nous vient d'Espagne, eux ont comparé une base de données qu'ils ont depuis longtemps de 28 666 personnes vivant avec le VIH provenant de 16 hôpitaux différents avec leur base de données sur la COVID-19 qui contient les diagnostics de COVID-19 et les comorbidités. Et ce qu'ils ont obtenu comme résultat, j'attire votre attention sur le tableau en bas à droite, que les facteurs associés avec le diagnostic de la COVID-19 ou bien donc les issues malheureuses associées à la COVID-19 étaient de façon significative affectés par le fait d'être un homme ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, le fait de venir d'un pays étranger que l'Espagne
et le fait d'avoir un nombre de comorbidités. Ça, c'est ce qui a trait au diagnostic. Donc, ces gens-là avaient plus de chances d'attraper la COVID. Et pour la sévérité de la maladie, l'âge de plus de 75 ans, encore une fois, le fait de venir d'un autre pays et d'avoir n'importe quelle comorbidité, c'était clairement associé avec une maladie plus sévère. Et si on regarde dans les comorbidités, les maladies métaboliques, les maladies respiratoires, les maladies auto-immunes et les maladies neuropsychiatriques étaient tous associés à un mauvais devenir. Et ce qui est le plus intéressant dans cette analyse-là, c'est qu'eux avaient au moins les CD4 et la charge virale. Alors, ils ont regardé par tranche de CD4, en mauve étant les CD4 les plus bas et en jaune les plus hauts. Donc, ils voyaient que plus on avait des CD4 bas, plus on avait... je m'excuse, c'est l'inverse. En jaune, les bas et en rose, les CD4 élevés. Donc, plus on avait des CD4 bas, plus on était susceptible d'avoir une maladie sévère. Et puis, et encore une fois, le sexe était associé à la sévérité de la maladie, les hommes ayant une maladie plus sévère. Mais quand on regardait, on prenait en considération la charge virale, on voyait que ceux qui avaient une charge virale indétectable, le taux de CD4 avait beaucoup moins d'impact que ceux qui avaient une charge virale détectable, où là, avoir des bas CD4 et une charge virale indétectable, c'était vraiment le groupe le plus à risque d'avoir une maladie sévère. Maintenant, il y a eu une autre étude qui a regardé l'incidence de SARS-CoV-2 chez des personnes utilisant tenofovir FTC pour la PrEP. Et c'était basé un peu sur une première étude qui avait indiqué qu'il y aurait peut-être un avantage à recevoir tenofovir FTC versus d'autres traitements pour le VIH chez des patients infectés par le VIH. Alors, ils ont voulu disséquer un peu l'effet de tenofovir FTC chez des gens qui n'étaient pas VIH positifs pour voir s'il y avait un vrai effet sur le SARS-CoV-2. Donc, ils ont fait l'analyse d'une cohorte à parier en comparant la séroprévalence, les IgG de la COVID. Excusez-moi. Donc, le groupe exposé, c'était des hommes enrôlés dans l'étude Prévenir, une étude de PrEP, qui recevaient la PrEP soit à la demande ou d'IA, avec un échantillon d'ARN de charge virale disponible. Et le groupe contrôle, c'était des hommes inclus dans le programme de surveillance de la France pour la région de Paris, ce qui s'appelle SAPRI-SERO, surveillance de la SARS-CoV-2. Alors, les participants étaient appariés pour l'âge et la catégorie socio-occupationnelle et la date de l'échantillon. Vous avez trois façons différentes de les apparier et l'objectif primaire était la proportion de patients avec des anticorps contre spike de SARS-CoV-2. Donc, ce qu'on note, c'est que les résultats étaient similaires dans les deux groupes, qu'on pense aux gens exposés à la PrEP ou pas exposés à la PrEP. Et le fait d'être dit ou à la demande, ça n'a pas affecté la séroprévalence. Donc, un taux de positivité de 9,2 chez ceux recevant tenofovir FTC, 10 versus 11,5 chez ceux recevant la demande, et ce n'était pas statistiquement significatif. Donc, les chercheurs suggèrent que la PrEP avec tenofovir FTC ne réduit pas le risque d'infection à la SARS-CoV-2. Maintenant, je vous partage une étude qui a été faite ici à Montréal par les gens de McGill avec Cecilia Kostignouk comme chercheur principal, où ils ont tout simplement analysé leur propre base de données. Donc, ce n'est pas une étude cas témoin ou il n'y a pas de comparateur dans cette étude-là, c'est plutôt descriptif. Donc, il y avait 1,9 % de leur clientèle qui avait un test COVID positif, donc 24, ou des symptômes suspects de COVID, il y en avait 3. L'âge médian était 52 ans, le revenu moyen de 35 000 34 % des individus travaillaient dans des CHSLD, à la noter, et 6 % vivaient dans ces institutions. Les CD4 médians étaient de 566, donc quand même des bons CD4. 6 avaient une charge virale détectable, la durée médiane de l'infection depuis 17 ans. 30 des 32 étaient sous ARV. Il y a eu 5 personnes qui étaient asymptomatiques, et puis de ceux qui étaient symptomatiques, 12 % avaient une maladie légère, 4 % une maladie modérée et 12 % une maladie sévère. 3 individus sont morts avec la COVID, un décès qu'on pouvait clairement attribuer à la COVID-19, mais 2 cas dont on n'est pas certain de la cause des décès.
Donc, les auteurs concluent que les personnes vivant avec le VIH positif pour la COVID, excusez-moi, avaient un statut socio-économique bas et ou des conditions de risque ou de travail les mettant à risque. Donc, c'est peut-être ces conditions qui pourraient affecter de façon disproportionnée. Donc, les déterminants sociaux pourraient affecter le risque de façon disproportionnée. Donc, si on conclut cette partie-là de la discussion, l'impact de l'infection VIH sur l'issue de la maladie COVID dépend du contexte clinique. Les patients avec un VIH non contrôlé risquent d'avoir une maladie plus sévère, la COVID-19. Ces études supportent la recommandation de l'OMS que les PV-VIH soient priorisés dans la vaccination anti-COVID et la recommandation de l'INSPQ que ceux avec des CD4 au-dessus de 500, en dessous de 500, je m'excuse, reçoivent une troisième dose et ça met en lumière l'importance de l'accès universel aux ARV pour toutes les personnes qui vivent avec le VIH et l'accès équitable à la vaccination pour tous. Donc, je vais passer maintenant aux données sur la vaccination. Vous me direz s'il y a des questions urgentes. Je compte sur quelqu'un pour me dire ça. Sinon, on va tous prendre les questions à la fin, puis ça va être peut-être plus simple de cette façon. Donc, la vaccination. On se rappelle que les vaccins contre la COVID ciblent la protéine spike du virus qui se trouve à la surface du virus, dans l'enveloppe du virus. Et le but, c'est d'induire une réponse immunitaire puissante. Et puis, la protéine S est constituée de 2 sous-unités. Puis, un domaine en particulier qui nous intéresse, c'est le récepteur binding domain de la sous-unité 1. Et c'est parce que c'est cette sous-unité qui se lie au récepteur qui s'appelle ACE2, qui est le récepteur sur nos cellules qui font entrer le virus. Alors, si on est capable d'empêcher le virus de se lier à ce récepteur-là, ben, on empêche l'infection, on empêche le virus de s'introduire. Un petit rappel sur les vaccins à ARN messager. Alors, ils sont composés, ce sont des nanoparticules qui sont composées essentiellement de boules de gras, hein, c'est des lipides avec un petit peu de cholestérol et puis des stabilisateurs là, pour garder la structure intacte dans laquelle se retrouve de l'ARN messager qui encode pour la protéine spike du virus d'ARN. Alors, une fois que la nanoparticule du vaccin pénètre dans la cellule, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle reste toujours dans le cytoplasme, elle ne va jamais dans le noyau. C'est de l'ARN messager. Donc, le but de l'ARN messager, c'est de se rendre tout de suite dans les ribosomes de la cellule, de se faire traduire en protéine spike, parce que c'est ça qu'on veut présenter au système immunitaire, et donc de produire beaucoup de protéines virales qui ne sont pas des virus. Il n'y a aucune composante infectieuse là-dedans. Ce sont juste les petites protéines à la surface du virus. Et ces protéines sont ensuite présentées au système immunitaire de 2 façons, par les molécules d'histocompatibilité de classe 1 et de classe 2. Donc, ils sont présentés à la fois à la surface de la cellule et ils sont présentés à l'extérieur de la cellule, ce qui favorise finalement une réponse immunitaire très forte, à la fois de l'immunité cellulaire et de l'immunité humorale. Je vous présente ça pour vous rappeler que l'ARN, une fois qu'il est traduit en protéine virale, se dégrade presque instantanément. Il ne reste pas dans la cellule plus que quelques heures. Donc, après 3-4 heures, il n'y a plus d'ARN messager. Les protéines, une fois qu'elles ont joué leur rôle d'être présentées au système immunitaire, elles aussi se font dégrader dans la cellule, donc ça ne reste pas dans le corps humain. Et donc, tout ce qui reste, c'est l'effet d'entraînement que les protéines qu'on a produites ont eu pour booster notre système immunitaire, pour qu'ils se mettent à se différencier, produire des anticorps spécifiques contre cette protéine-là, puis donc éventuellement nous protéger contre l'antigène si on le rencontre à nouveau. Alors, c'est la philosophie, c'est la méthode de fonctionnement de ces vaccins-là. Alors, vu plus en détail ici, vous voyez le ribosome ici qui traduit la protéine. Et comme je vous disais, les protéines sont sécrétées de 2 façons,
en dehors de la cellule et en petits morceaux dans les molécules de classe 1 qui vont servir à présenter l'antigène aux cellules du système immunitaire, de l'immunité cellulaire, entre autres, et qui vont, eux, aller servir de courroie de transmission pour aider les lymphocytes B à produire des anticorps. Alors, qu'en est-il des variants? Alors, on sait que plus le virus se réplique, plus il a la chance de changer, de muter dans certains endroits ou de se recombiner et dans des endroits qui peuvent affecter la réponse du système immunitaire. Les endroits qui nous intéressent en particulier, ce sont s'il y a des mutations dans le receptor binding domain, dont je vous ai parlé tantôt, de la protéine spike du virus. Alors, l'OMS classifie les variants de 3 façons. Les variants d'intérêt, ce sont des variants qu'on voit apparaître, qui n'ont pas l'air d'avoir des propriétés plus néfastes que ça, mais on les surveille et on les caractérise. Il y a les variants préoccupants. Ce sont les variants dont on parle abondamment dans les médias, puis un peu partout, les variants qui nous fatiguent présentement. De ceux-ci, on fait une surveillance serrée, on les caractérise et en général, ce sont ceux qui ont un avantage sélectif qui vont devenir les plus dominants, comme l'augmentation de la transmissibilité et la réduction de l'efficacité réelle des vaccins. Et finalement, il y a des variants à haute conséquence. Ce seraient des variants qui auraient une transmission augmentée énormément, mais aussi une virulence augmentée, donc qui causeraient un taux de mortalité beaucoup plus élevé. Alors, eux sont particulièrement inquiétants. Il n'y en a pas présentement d'identifiés. Alors, les premiers variants qui nous ont préoccupés étaient le variant alpha, qui nous est venu du Royaume-Uni, qui a pris pas mal de place lors de la deuxième vague. Les variants bêta qui venaient d'Afrique du Sud et qui ont comme caractéristique d'être beaucoup moins, d'être plus résistants à la neutralisation, que ce soit par les anticorps monoclonaux ou même par les vaccins. Et les variants gamma qui avaient été identifiés au Brésil, qui heureusement ne s'est pas généralisé parce qu'eux aussi ont une résistance plus marquée aux anticorps monoclonaux et aux vaccins. Et finalement, le fameux variant Delta, qui a comme caractéristique principale d'avoir une transmissibilité extrêmement accrue et une réduction de la neutralisation uniquement par certains anticorps monoclonaux et vaccins, mais en général, les autres anticorps monoclonaux gardent une bonne efficacité et la majorité des vaccins gardent une efficacité contre le variant Delta. Je vais vous en parler plus après. Alors, voici les différentes comparaisons de l'efficacité maintenue contre les différents variants par les différents vaccins. Ça, c'est le Moderna, le Pfizer, BioNTech, l'AstraZeneca, le Johnson Johnson et le Novavax. Comme vous voyez, ça ici, c'est le variant B117, là, originellement du Royaume-Uni. Ça, c'est le variant sud-africain. Et ça, c'est la souche dominante. Sur ça, on n'a pas le variant Delta. Donc, vous voyez que les 2 premiers vaccins, le Moderna était quand même gardé une bonne efficacité. Le Pfizer, une efficacité contre les souches dominantes, mais moins contre la souche d'Afrique du Sud et contre la souche UK. L'AstraZeneca, très faible contre l'Afrique du Sud, etc. Mais ce qui nous intéresse présentement, parce que c'est le Delta qui prédomine, c'est l'efficacité des différents variants, des différents vaccins contre le variant Delta. Alors, ici, c'est une étude qui a regardé, comparé les 2 vaccins, le vaccin de Pfizer-BioNTech et le vaccin de AstraZeneca, le Shadox, là, qui est un vaccin à vecteur, pour regarder l'efficacité face au variant Delta dans la population générale. Donc, ici, on ne parle pas juste d'immunogénicité, on parle de est-ce que ça protège contre l'infection ou pas. Après 2 doses de vaccin, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus, on voit que l'efficacité est autour de 80% contre le variant Delta. Donc, vous voyez que déjà, on voit une
une baisse de l'efficacité. On se souvient, dans les essais cliniques, on était à 94% au niveau du variant Delta. Et ça, c'est relativement précocement après avoir été vacciné. Une autre étude de la Grande-Bretagne a été publiée récemment où on a regardé l'impact du variant Delta sur la charge virale et sur l'efficacité. Et ce qu'on voit selon le moment, mais en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est 14 jours après la deuxième dose. Ce qu'on regarde en termes de protection, on se retrouve dans ils ont comparé la période où c'était l'alpha qui dominait versus le delta qui dominait. Et on voit qu'il y a peu de différence, mais qu'il y a environ 75% de protection contre, si on regarde tous les infections, 14 jours après la deuxième dose, on voit que ça se retrouve ici, si on regarde selon la charge virale, il n'y a pas énormément de différence si on compare la charge virale, puis on se retrouve autour de ces chiffres-là de protection. Donc, il y a quand même une protection qui est conservée, mais elle n'est pas aussi complète que dans les essais cliniques, alors que c'était la souche de base qui dominait. Et au Qatar, on a regardé à long terme et on a vu une baisse de l'efficacité à long terme. Chez les gens, on est parti du 21 décembre au mois d'août 2021. Et ici, c'est le nombre de gens vaccinés, le nombre d'infections et le pourcentage de gens qui ont eu une infection ici. Donc, on voit qu'une baisse d'efficacité à moyen terme. Ici, on a vraiment les chiffres pour l'efficacité et on voit que en termes de pourcentage, et on a vu ces chiffres-là inquiétants au Qatar. Mais la protection, ça, c'est comme n'importe quelle infection. Donc là, c'est parce qu'on veut parler de la transmission. Par contre, la protection contre la maladie sévère, critique ou les décès demeure quand même excellente. On est dans des taux de 88,9%. Ces données-là, probablement qu'elles sont incomplètes, donc il faut prendre ça avec un grain de sel. Mais quand même, les vaccins protègent quand même très bien contre la maladie symptomatique sévère. Et finalement, on a une autre étude ici, celle-ci aux États-Unis, une cohorte rétrospective qui a suivi sur 6 mois et qui montre que ici, on caractérise les souches et on voit comment le delta est devenu la souche prédominante au fil du temps. Et on voit que l'efficacité estimée, ajustée pour l'âge des vaccins, on voit comment ici les différentes courbes correspondent aux différents âges, comment ça diminue. Et là, on parle contre l'infection comme telle versus contre la maladie sévère ou le décès, pour lequel on garde une excellente efficacité. Je pense que je vous ai... Et puis là, on a la différence selon les variants. Alors, le variant Delta, vous voyez ici, contre le variant Delta, comment on a une baisse d'efficacité jusqu'autour de 50%. Donc, tout ça pour vous dire que quand on va parler de la troisième dose, puis il y a beaucoup de questions qui vont revenir là-dessus. Dans les études que je vous présente ici, il n'y a pas le décompte par rapport à l'âge. Mais chose certaine, quand on voit une baisse de l'immunité dans le temps, qui est surtout associée à l'émergence du variant Delta, on doit se dire que les gens qui ont une immunité plus faible, donc les personnes âgées, donc, dont on sait que la durabilité de l'immunité va être moins bonne, c'est clair qu'ils ont besoin de protection supplémentaire. Parce que même si l'efficacité contre la maladie sévère critique reste autour de 90%, ce qui est excellent, 85 à 90%, il reste quand même qu'on va avoir 10 à 15% de gens qui peuvent faire une maladie sévère puis en mourir. On le voit d'ailleurs aux États-Unis présentement. Et puis, l'autre élément qui est encore aussi important, c'est le fait que quand on arrive avec des baisses d'efficacité de transmission de l'ordre de 50%, ça veut dire que tu as beau avoir
toute ta population vaccinée, il y en a 50% qui vont attraper la maladie et qui vont pouvoir la transmettre. 50% des gens qui vont attraper la maladie, même si vaccinés, ce n'est pas 50% des gens vaccinés qui vont attraper la maladie. Je m'excuse, je veux bien rephraser l'affaire. Des gens qui vont attraper la maladie et qui sont vaccinés, il y en a quand même 50% qui peuvent la transmettre à d'autres. On m'avait demandé de vous parler un peu des effets secondaires des vaccins, puis je vais revenir à la 3e dose après. Et le seul que je vais vous parler, parce que c'est celui qui fait beaucoup les manchettes sitôt, mais vous pourrez me poser des questions pour d'autres tantôt. Donc, est-ce que ça affecte la fertilité des vaccins? Non, ça n'affecte pas la fertilité. C'est un mythe. C'est un mythe qui ressort avec chaque nouveau vaccin qui apparaît et que la communauté anti-vax sur les médias sociaux se plaît à reproduire et à alimenter. Pour commencer, il n'y a aucune plausibilité biologique à ce que ces vaccins-là pourraient causer un impact sur la fertilité. Comme je vous ai expliqué au début dans le mécanisme d'action, vous voyez que le vaccin lui-même ne reste pas dans la cellule plus que quelques heures. Jamais il se rend dans le noyau de la cellule où est notre ADN. Donc, jamais il pourrait causer un changement qui pourrait affecter de façon génomique notre capacité de procréer ou la fertilité de quelque façon que ce soit. Et il n'y a aucune évidence scientifique ou clinique qui a jamais démontré que les vaccins causaient des problèmes au niveau de la fertilité. Mieux que ça, on a maintenant des études qui nous montrent que comparativement à 2 cohortes historiques qui représentent les limites supérieures et inférieures du risque d'avortement spontané, les risques cumulatifs d'avortement spontané de la cohorte B-Safe, c'est la cohorte du CDC, de vaccins COVID en grossesse, se retrouvent exactement dans les valeurs attendues, donc il n'y a pas plus ni moins de fausses couches chez les femmes enceintes qui ont reçu le vaccin contre la COVID à base d'ARN messager. Ici, on a une autre étude publiée dans JAMA qui regarde une étude de cas témoins qui a regardé les avortements spontanés non associés à la vaccination, qui montre que ce n'est pas associé à la COVID-19 dans les derniers 28 jours. Donc, ils ont regardé des femmes enceintes qui avaient fait une fausse couche et puis qui avaient reçu, est-ce qu'elles avaient reçu ou non un vaccin dans les 28 derniers jours, et il n'y avait pas de risque accru de fausse couche chez les femmes enceintes qui avaient eu des vaccins. Donc, maintenant, je reviens à la transmission chez les personnes vaccinées. J'aurais dû intervertir ces affaires-là. On a quand même des données du CDC qui nous montrent l'efficacité des vaccins contre la COVID, contre le SARS-CoV-2, pour l'infection symptomatique ou asymptomatique selon les différentes études. Donc, on voit toute une série d'études qui varient finalement selon les vaccins que l'on utilise, selon les outcomes. Vous voyez, quand on parle de l'infection comme telle, on va avoir des chiffres plus bas parce que ça l'empêche moins bien la transmission. Mais quand on regarde les outcomes comme la maladie sévère ou les décès, on voit que les taux d'efficacité restent extrêmement élevés. Donc, puis la maladie symptomatique, de façon générale, les taux d'efficacité sont relativement élevés. Donc, il faut bien comprendre le sens de ces données-là. Il ne faut pas penser que parce qu'on peut attraper l'infection parce qu'on est vacciné, que ça ne donne rien. Non, ce n'est pas vrai. Ça nous empêche de mourir, ça nous empêche d'aller aux soins intensifs, ça nous empêche d'être très, très malades. Et puis, ici, en lien avec les différents deltas, donc les différentes variants, je m'excuse. Là, ici, on voit que les variants peuvent affecter de façon assez significative, mais avec beaucoup de variabilité, l'infection comme telle. Puis on n'a pas beaucoup d'études qui vont en détail là-dessus. Et puis ici, c'est un résumé des différents, ça n'a pas encore été publié dans les revues analysées par des comités de pairs, mais c'est
publié sur medRxiv, où on voit que les patients qui sont pleinement vaccinés avec le Pfizer-BioNTech ou avec le Shadox avaient un risque d'attraper et de... Reformulons ça. Le premier paragraphe, c'est l'impact de transmettre la maladie si on est vacciné. OK? Donc, dans à peu près 40% des cas, on pouvait le transmettre, mais on avait beaucoup plus de chances de le transmettre si on avait le variant Delta versus le variant Alpha, de façon très significative. Et puis, cela, c'est si le contact était vacciné. Donc, si vous êtes vacciné, la chance de l'attraper est beaucoup plus faible si vous êtes vacciné. Donc, avec un 15%, quand même pas si mal. Et puis, naturellement, un risque plus élevé si on a le variant Delta que si on a le variant Alpha. Et voici, nous avons fait une étude au CHUM qui est toujours en cours dans le sens qu'on est en train encore d'analyser des différents time points qu'on a fait. Mais on va vous présenter les études de la première analyse que l'on a effectuée sur la vaccination chez les personnes qui vivent avec le VIH après une dose de vaccin. Parce qu'on a fait cette étude-là avec Andrés Finzi, qui est un laboratoire qui fait du travail fantastique sur l'immunogénicité dans la COVID-19. Et vous voyez ici tous les collègues qui ont participé à cette étude-là avec Daniel Kaufman, Madeleine Durand, etc. Et ce qu'on a observé, c'est qu'après une dose de vaccin, l'étude a été faite avec le vaccin Moderna, parce que c'est le vaccin qui nous a été fourni par le ministère. Donc, c'est celui qu'on avait pour administrer. Alors, ce que vous voyez ici de façon claire, c'est que les gens qui avaient des CD4 en bas de 250 avaient de bien moins bonnes réponses de façon statistiquement significative comparativement aux gens qui avaient des CD4 moyens ou des CD4 élevés ou bien entendu comparativement au contrôle négatif. Donc, ça, c'était important. Puis, on a communiqué ces résultats-là directement dès qu'on les a eus au ministère et ça a aidé à alimenter les recommandations d'avoir la troisième dose. Eux ont décidé pour les personnes en bas de 500. Maintenant, quand on arrive à la... aussi, excusez-moi, ce qu'on a remarqué, je m'excuse pas, je pèse et puis ça fait avancer les diapos. Il y avait une corrélation aussi entre le taux d'anticorps qui était développé et l'âge. Les gens âgés développaient en général moins d'anticorps que les gens plus vieux, donc une bonne corrélation. Et on a analysé à la deuxième dose de vaccin et on avait divisé notre groupe de participants qui était autour de 100 participants. Et on a la moitié qui avait reçu le vaccin à 1 mois d'intervalle et l'autre moitié, originellement, ils devaient recevoir le vaccin à 4 mois d'intervalle. Mais entre-temps, le ministère a changé ses lignes directrices et a offert le vaccin aux gens immunocompromis à 2 mois d'intervalle. Alors, bien entendu, les gens qui étaient enrôlés dans notre étude ont tous voulu l'avoir à 2 mois, ce qui était tout à fait légitime. Alors, on a dû modifier notre étude et puis, finalement, on a laissé les gens qui voulaient le faire à 4 mois d'intervalle l'avoir à 4 mois, ce qui est un nombre très, très minime de gens. Et finalement, la majorité des gens ont préféré l'avoir à 2 mois. Alors, quand on regarde à 2 mois l'immunogénicité et qu'on compare les gens qui l'ont reçu à 30 jours d'intervalle versus ceux qui l'ont reçu en vert à 60 jours d'intervalle, on voit qu'après la deuxième dose, l'immunogénicité était meilleure chez les gens qui avaient reçu le vaccin à un plus faible intervalle quand on ne tient pas compte des CD4. Puis même quand on tient compte des CD4, c'est le même phénomène qui se produit. Et ça, c'est contraire à ce qu'on a observé dans la population générale. Donc, mais c'est difficile parce qu'on n'a pas de comparateur dans la population générale où il y aurait des gens qui auraient reçu le vaccin à un intervalle de 2 mois. Alors, on a fait des time points supplémentaires dans cette étude-là qu'on va analyser pour voir si, un peu plus tard dans le temps, est-ce que finalement ceci se redresse et puis qu'on voit finalement
qu'après 4 mois, les gens, leur taux d'anticorps remonte. Mais ça reste curieux comme observation. Ce n'est pas encore publié et on va poursuivre les analyses à cet effet-là. Maintenant, il y a eu d'autres études qui ont regardé les vaccins contre la COVID chez les personnes VIH. La première étude qui a été publiée dans Clinical Infectious Disease, il y avait 12 patients. Je vous ai dit que la nôtre, on avait une centaine de patients, 120, mais finalement, après ça, il y a eu des exclusions, etc., puis on est resté avec une centaine de patients. Dans cette étude-là, il y avait 12 personnes vivant avec le VIH et 17 donneurs. Ils n'ont pas trouvé de différence de l'immunité cellulaire ou humorale. C'était une petite étude qui n'était pas contrôlée pour des CD4. Ici, c'était un cas d'une personne qui n'a pas séroconverti après avoir reçu un vaccin. Donc, ça a l'impact que ça a. Ici, c'était encore une toute petite étude de 14 personnes vivant avec le VIH qui ont reçu 2 doses. Ils ont vu une bonne réponse en anticorps après 2 doses, mais 2 participants qui avaient des CD4 en bas de 200 ont eu une réponse faible après la première dose, mais qui a été rehaussée après la deuxième. Donc, ça ressemble un peu à nos observations, mais sous un petit groupe de patients. Ici, on a 54 personnes, c'est le vaccin Shadox, donc le vaccin AstraZeneca, qui a en Angleterre, 54 personnes vivant avec le VIH, 50 contrôles, qui avaient tous des CD4 élevés et une charge virale indétectable. Ils ont reçu 2 doses de ce vaccin-là à un intervalle de 4 à 6 semaines. Ils ont observé une bonne réponse humorale et cellulaire qui était similaire entre les 2 groupes, avec la même capacité de neutralisation, mais ils n'ont pas fait de suivi longitudinal. Et finalement, la dernière étude qui a été faite en Afrique du Sud, encore une fois avec le vaccin d'AstraZeneca, 104 personnes vivant avec le VIH et 70 contrôles, mais une fois qu'ils ont éliminé tout le monde qui avait eu la COVID avant, tel qu'en témoignait la détection de leurs anticorps, ils sont restés avec 23. En fait, cette étude-là a beaucoup de défauts, là. Ils ont présenté les données pour 36 personnes avec le VIH et 23 contrôles. Et ils ont observé que les personnes avec le VIH avaient un meilleur niveau d'anticorps que les contrôles, mais là-dessus, ils avaient inclus 6 personnes qui avaient déjà des anticorps contre la SARS-CoV-2, donc qui avaient déjà fait la maladie. Or, on sait que quand on donne un vaccin, après que les gens aient fait la maladie, ça booste la réponse immune au même niveau que si on avait reçu 2 doses de vaccin. Donc, c'est une très mauvaise étude et je ne sais pas comment elle a été publiée dans le Lancet HIV. Vraiment très bizarre. OK. Alors, un dernier mot que je vais partager avec vous sur l'immunité collective, parce que les gens demandent tout le temps, oui, mais tu sais, on nous dit qu'on est rendu à presque 90% de la population vaccinée. Qu'en est-il de l'immunité collective? Juste un rappel sur l'immunité collective qu'on appelle grégaire ou de groupe. C'est un phénomène par lequel la propagation d'une maladie contagieuse peut être enrayée dans une population si un certain pourcentage des individus est immunisé. Par exemple, par vaccination ou parce qu'après avoir été contaminés, ils n'ont pas développé la maladie ou ils ont guéri de la maladie. Le seuil va dépendre, entre autres, de la contagiosité de la maladie. Par exemple, au 20e siècle, la vaccination de masse contre la variole a permis d'atteindre son seuil d'immunité grégaire, qui était 85%, et d'éliminer la pandémie. Ça a été reconnu en premier lieu comme un phénomène naturel dans les années 30, quand Heydrich a publié sur l'épidémiologie de la rougeole à Baltimore. Il avait remarqué que plusieurs enfants étaient devenus humains à la rougeole et le nombre de nouvelles infections avait diminué temporairement parmi les enfants susceptibles. Mais malgré tout, il a fallu attendre la vaccination de masse contre la rougeole qui a été débutée dans les années 60 pour voir finalement la rougeole à toute fin pratique disparaître de l'échiquier. Donc, un haut taux d'immunité dans un groupe d'âge donné peut créer l'immunité pour d'autres groupes d'âge. On observe ça pour la coqueluche, le pneumocoque. L'immunité grégaire exerce parfois une pression évolutive chez certains virus, donc qui peuvent échapper et muter. On voit ça par l'influenza, par exemple. Les individus qui ne sont pas immunisés, ceux qui choisissent de ne pas être vaccinés, ils peuvent bénéficier de l'immunité créée par la collectivité. Mais plus le nombre de ces individus augmente, plus les éclosions se produisent et deviennent de plus en plus sévères. Donc, le seuil peut être calculé en prenant le R0, le nombre de personnes qu'un virus peut infecter, et on le multiplie par la proportion de la population qui est susceptible à l'infection. Donc, ça va dépendre sur l'interconnectivité à l'intérieur des réseaux sociaux. Alors,
Ça, c'est vrai, mais il faut rajouter une autre dimension. Ce n'est pas uniquement que la personne est vaccinée, c'est est-ce que la vaccination de cette personne-là la protège contre la transmission contre attraper la maladie ou pas. Donc, il faut considérer qu'on a peut-être 90% de la population vaccinée, mais si le vaccin est efficace à, disons, 70% contre la transmission pour le variant Delta, ça veut dire que dans le fond, c'est 70% de 90%. Alors, vous comprenez pourquoi on n'arrête pas de hausser les seuils qu'on veut atteindre, parce qu'on veut tenir compte du fait que les gens vaccinés peuvent l'attraper et la transmettre à d'autres. Si on donne des exemples pour le seuil, on voit que la maladie la plus transmissible, qui est la rougeole, qui a un R0 de 12 à 18, mais ça prend 95% de la population pour l'empêcher d'être transmis. Pour la COVID-19, en début de pandémie, on avait évalué, on ne savait pas, on avait évalué à 74%, mais avec le variant Delta, clairement, il va falloir atteindre ce genre de chiffre-là pour pouvoir penser à avoir une immunité collective. Alors, juste un rappel que la COVID-19, ce n'est pas inévitable, ça se prévient, que les vaccins sont encore une arme extrêmement efficace, même si elle n'est pas parfaite. C'est pour ça, parce qu'elle n'est pas parfaite, qu'il ne faut pas hésiter de continuer à respecter les autres mesures de précaution, comme la distanciation, le port du masque, le lavage des mains. Et puis, il faut se rappeler que la pandémie n'est pas derrière nous, parce que la pandémie, elle est mondiale et ça requiert une réponse mondiale. Puis la réponse mondiale n'est pas tout à fait au rendez-vous, avec plus de la moitié des pays sur la planète qui n'ont pas accès encore à la vaccination anti-COVID. Et ça, comme conséquence, ça peut favoriser l'émergence de variants et nous causer plus de troubles au bout de la ligne si jamais il y a un variant qui émerge qui devienne résistant à nos vaccins. Alors, je vais arrêter ici, puis je vais prendre vos questions et puis on va pouvoir jaser plus sur la base des questions. Merci énormément, Dr. Tremblay. Super intéressant. Comme toujours, on a déjà reçu quelques questions. Vous avez mentionné en début là, que par rapport aux facteurs de risque pour faire la maladie sévère, comme il y avait l'hypertension, une personne demande si l'hypertension est contrôlée, est-ce qu'il y a quand même un risque accru? Dans la majorité des études, ça ne fait pas de différence si l'hypertension est contrôlée ou pas. Parce que dans la majorité des cas, les personnes qui sont diagnostiquées avec l'hypertension reçoivent des médicaments antihypertenseurs. Puis au début, on s'est posé la question, il y a certaines classes d'antihypertenseurs qui utilisent le récepteur ACE2, le même récepteur qui est en question, donc les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Mais ils ont regardé ça de près, puis ils ont étudié, puis il n'y avait pas d'impact de la médication anti-hypertension. Donc, il suffit d'avoir de l'hypertension pour que ce soit un facteur de risque. Merci. Quelqu'un d'autre demande par rapport à la vaccination contre la grippe, est-ce que vous parlez un peu des recommandations pour les personnes vivant avec le VIH, puis aussi s'il y a des délais à respecter par rapport à la vaccination contre la COVID? On recommande à toutes les personnes vivant avec le VIH de se faire vacciner contre l'influenza, contre la grippe. Il n'y a pas d'intervalle à respecter. Chez les personnes âgées dans les CHSLD, on leur a donné les vaccins en même temps, un sur un bras, l'autre sur l'autre. Il n'y a pas d'indication qu'il pourrait y avoir une moins bonne réponse de la vaccination anti-influenza si on a reçu le vaccin contre la COVID de façon rapprochée. Parfait. Est-ce qu'il y a une personne qui a une réaction à la deuxième dose qui a été vécue et documentée? Est-ce que vous recommandez quand même une troisième dose? Ben, ça dépend de la réaction. Si c'est une réaction allergique, d'habitude, on ne recommande pas. Les réactions allergiques sont rares, donc il faut vraiment évaluer quelle était la réaction. Est-ce que c'était sévère, est-ce que c'était grave, quelle sorte de réaction? Alors ça, il faut en parler avec son médecin. La troisième dose n'est pas obligatoire, c'est juste pour rehausser le système immunitaire. Et puis, donc, et puis présentement, elle n'est recommandée qu'aux gens qui ont des CD4 en bas de 500. Puis par rapport à ça, je sais qu'il y avait une personne qui se demandait si j'ai des CD4 en haut de 500 puis je reçois quand même une troisième dose, est-ce que ça peut être contre-productif ou est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier à ce moment-là?
Ben, en tout cas, on va le savoir sous peu parce que dans notre étude, on a rajouté un bras troisième dose et on a donné la troisième dose à un grand nombre de participants. Et on est en train d'analyser les réponses immunes. Il n'y a aucune raison de penser que ça pourrait avoir un effet délétère. Au contraire, ce qu'on pense, c'est que ça va rehausser encore plus le système immunitaire. Puis dans notre étude, on l'a donné à des gens, peu importe les CD4, qui avaient des CD4 élevés versus des CD4 bas. OK. Une autre question. Avec ce que vous avez dit en ce qui concerne la transmissibilité du virus parmi la moitié des personnes infectées vaccinées, est-ce qu'on peut donc conclure qu'il y aura de plus en plus de cas asymptomatiques, infectieux, contagieux circulant dans la communauté au cours des prochains mois? Est-ce donc inévitable qu'on soit tous exposés au virus à un certain point, malgré nos efforts de protection et prévention, surtout si on va peut-être relâcher les consignes sanitaires prochainement? Ben, écoutez, je vais reformuler ce que j'ai dit tantôt parce que j'ai peur d'avoir créé de la confusion. Disons qu'on a 100, 100 personnes de vaccinées. Là-dessus, il y a peut-être 20 personnes qui vont pouvoir attraper la maladie. Là-dessus, sur ces 20 personnes-là, il va y en avoir peut-être une ou deux qui vont faire une maladie symptomatique qui pourrait être sévère, puis les 18 vont être asymptomatiques et peuvent transmettre la maladie. OK? Donc, on parle de 18 personnes sur 100 personnes. OK? Je vous donne des chiffrons là, approximatifs. Bon, mettons que l'efficacité contre la transmission, parce que ça dépend des vaccins, ça dépend du variant en question, puis ça, mettons que ça descendait à 70 ce qui est la moyenne dans les études à peu près, mais ça serait 30 personnes sur 100. Donc, on ne va pas voir de plus en plus de gens l'attraper. On va en voir de moins en moins parce que plus la population est vaccinée, moins on va voir de ces infections-là. La proportion va rester la même, mais si on a un plus grand nombre de gens vaccinés, en nombre absolu, il va y avoir moins de personnes qui vont l'attraper. Donc, mais comme je disais tantôt, la protection, elle n'est pas parfaite. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder les autres mesures de précaution en place. Merci. Quelqu'un demande, qu'en est-il de la vaccination contre le VIH? Où en est-on? Est-ce que les recherches ont été abandonnées? Les recherches n'ont pas été abandonnées. Au contraire, elles ont trouvé un nouveau souffle avec les vaccins à ARN messager. Il y a plusieurs groupes de recherche qui travaillent là-dessus. Malheureusement, on n'a pas eu de succès à date dans le vaccin contre le VIH. Pour la simple raison qu'il y a une spécificité à l'infection VIH, c'est qu'elle attaque les cellules du système immunitaire qui sont supposées de bâtir la réponse contre le virus. Alors ça, c'est une complexité. Puis la deuxième complexité, c'est si on parle de variants avec le coronavirus, c'est de la petite bière comparativement à la variabilité génétique du VIH. Le VIH est un des virus avec la plus grande variation génétique et génomique parce qu'il varie même à l'intérieur d'une personne pendant le temps de son infection, encore plus entre les personnes. Donc, c'est deux défis énormes qui fait que cette notion de variabilité génomique, c'est ça qui est notre handicap le plus grand dans les vaccins contre le VIH. Mais il y a de l'espoir et puis on est encore en train de travailler là-dessus. Non, on n'a pas oublié, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle beaucoup de COVID, mais il y a encore des groupes de recherche dont c'est l'objet principal de leur recherche. Merci. Une autre personne dit bonjour et merci pour votre présentation. Désolée si j'ai manqué une information, mais une personne avec le VIH m'a mentionné que sa charge virale avait beaucoup changé après les 2 injections de vaccin, alors qu'elle était très stable et indétectable auparavant. Est-ce une coïncidence ou avez-vous entendu parler de cas similaires? Est-ce que ça aurait un impact sur I égale I? Ben, nous, on regarde ça aussi de près. On n'a pas vu ça de façon généralisée. Ça n'a pas été rapporté dans la littérature. Ceci dit, ce n'est pas impossible parce que quand on a observé ça, par exemple, à l'occasion, quand on donne le vaccin contre la grippe, contre l'influenza, il y a des gens qui peuvent avoir un blip viral. C'est parce que le système immunitaire, il se réveille parce qu'il veut bâtir des anticorps contre l'influenza. Puis en stimulant de façon générale le système immunitaire, il peut stimuler de façon imprévue quelques cellules CD4 positives qui sont au repos
et qui ont du virus, du VIH en dedans d'elles, puis là, elles se mettent à se répliquer et relâchent du virus. C'est très peu préoccupant parce que ça a été très, très bien étudié dans le cas de d'autres vaccins, comme je vous disais, celui de l'influenza. Puis, la majorité du temps, ça revient à indétectable tout de suite après. Et puis, donc, ça rentre dans l'ordre. C'est juste l'effet d'une stimulation non spécifique du système immunitaire. Euh, pour la question de ce que ça l'affecte I égale I, non, dans la mesure où, à moins que la personne ait eu un blip à 100 000 copies, là, je dirais qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Là. Mais si c'est un petit blip là, en bas de 200 copies ou même en bas de 500 copies, ça ne dérange rien parce qu'il n'y a pas de cas de transmission de documenter à des CD4 bas comme ça. C'est bien sûr qu'il faut qu'elle fasse contrôler sa charge virale après. Là, je ne sais pas c'est quoi le niveau du blip pour être sûr que ce n'est pas un phénomène passager, que c'est un phénomène passager. Oui. Parfait. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a d'autres façons que le vaccin pour faire augmenter les taux de CD4 pour avoir une meilleure réponse du système immunitaire? Là, vous parlez du vaccin contre la COVID. Le vaccin contre la COVID, il ne fait pas augmenter les taux de CD4. Ce qu'il fait, c'est qu'il présente au CD4, au CD8, à toutes les, au lymphocyte B, l'antigène, pour leur donner le signal qu'il faut que vous vous activiez pour produire des anticorps. Les CD4, c'est le chef d'orchestre de notre système immunitaire, donc c'est lui qui envoie les signaux au CD8 puis au lymphocyte B. Ça fait que quand le CD4 il voit l'antigène de la COVID-19, il dit oh, oh, il y a quelque chose. Donc, tout de suite, il sécrète des cytokines qui envoient des signaux aux lymphocytes B. Les lymphocytes B se disent oh, oh, il faut que je me prépare. Fait que là, ils se mettent à proliférer, puis ils se mettent à se différencier pour devenir spécifiques à l'antigène qui leur est présenté, donc la protéine spike dans le cas de la COVID. Et là, ils se transforment en plasmocytes. Puis les plasmocytes, ce sont ces cellules-là qui produisent les anticorps. Puis même eux autres, les anticorps eux-mêmes, continuent à évoluer pour devenir de plus en plus spécifiques par rapport à l'antigène qui leur est présenté. Donc, c'est toute une évolution de notre système immunitaire. Mais quand on donne un vaccin, on ne fait pas augmenter en nombre absolu le système immunitaire, on les active. C'est ça la différence. Maintenant, si vous parlez d'un vaccin contre le VIH, là, c'est une autre paire de manches. Mais encore une fois, le vaccin, il ne va pas servir à augmenter les CD4. Si on parle d'un vaccin thérapeutique, si on réussit à contrôler la petite infection à bas niveau qui se produit, même quand on est sous antirétroviraux, éventuellement, les CD4 continuent à augmenter parce qu'il n'y a plus rien qui les empêche d'augmenter. Mais ce n'est pas le but d'un vaccin. Merci. Puis peut-être une petite dernière question. Il est 59, juste avant qu'on se quitte. On entend beaucoup des réactions minimes après la vaccination, qui est souvent l'activation du système immunitaire. Si on n'a pas de réaction, est-ce qu'on doit conclure que le système immunitaire n'avait pas été activé autant? Non, absolument pas. Vous pouvez avoir la réaction du siècle, le gros mal de tête, mal au bras, faire de la fièvre, etc., puis avoir une réponse immune normale, puis pouvoir ressentir rien du tout, puis avoir une excellente réponse immune. Il n'y a pas de corrélation entre ce qu'on appelle la réactogénicité, donc la réaction qu'on a là, localement sur le cou, puis l'immunogénicité, la réponse en anticorps qu'on bâtit. Ça dépend plus des individus, comment leur première ligne de défense réagit au tout début de l'infection, puis c'est ça qui crée les symptômes locaux. Et merci énormément, Dr. Tremblay. Il est 13 heures pile. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Et, merci énormément d'avoir partagé cette mise à jour-là avec nous. Je pense que c'est très utile surtout avec les recommandations récentes de la troisième dose. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Le webinaire a été enregistré et sera disponible par la suite pour partager, si vous voulez, avec des collègues qui n'auraient pas pu être là. Merci aussi à Vive Soins de santé pour la subvention communautaire et je vous invite à compléter l'évaluation de la présentation qui est dans le chat. Merci tout le monde. Merci encore, Dr. Tremblay. Avec plaisir. À la prochaine. Au revoir.